19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 10 octobre 2022. 19h45 que nous débutons avec ces communiqués de presse de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, ISTN. Le bureau exécutif national de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, ISTN, s'est réuni en session ordinaire le jeudi 6 octobre 2022 à l'effet d'examiner la situation de la rentrée scolaire 2022-2023. Malgré la forte médiatisation par le gouvernement pour une bonne rentrée académique réussie, force est de constater que la situation sur le terrain est tout autre. En effet, dans la pratique, les insuffisances suivantes ont été relevées. Un manque criard d'infrastructures dans presque la totalité des établissements, tout cycle confondu, une insuffisance des manuels, fournitures scolaires et matériel didactique. Au regard de ces problèmes qui ont handicapé l'effectivité de la rentrée scolaire, le ISTN appelle au gouvernement ses engagements de zéro classe payotte. La dotation en fourniture scolaire prévue pour 6 mois ne peut couvrir au maximum que 2 mois. La non-effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023 en milieu rural. Le ISTN attire l'attention du gouvernement sur son devoir régalien, celui d'assurer une éducation de qualité pour tous. Fait à Niamey le 6 octobre 2022 pour le bureau exécutif national, le secrétaire général Alain Adikan. Affaire des lesbiennes interpellées à Maradi qui défraie l'actualité, le procureur de la République auprès du tribunal de Maradi était face à la presse pour expliquer clairement de quoi il s'agit. Précision dans cet élément. Le vendredi 23 septembre 2022, nous avons été saisis d'une plainte portant sur la diffusion d'une vidéo dans laquelle de jeunes filles s'adonnaient à des actes impudiques dont les auteurs de la diffusion seraient à Maradi. Aussitôt saisis de cette plainte, nous avons instruit la brigade mixte numéro 2 de Maradi afin de procéder à l'interpellation de toutes les personnes impliquées dans la dite affaire et de nous dresser un procès verbal y afférent. C'est ainsi que le lundi 26 septembre 2022, 13 filles et un homme ont été déférés dont la plainte. Après audition et interrogatoire des mises en cause, ces derniers étaient tous poursuivis pour des faits de diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, fait prévu et puni par l'article 31 de la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger, qui dispose et puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et de 1 million à 5 millions de francs CFA d'amende, le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition de tri ou de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, par le biais d'un système d'information. En effet, l'enquête diligentée à cet effet avait permis de remonter à un groupe WhatsApp créé à l'effet de diffuser la vidéo en cause. C'est donc l'exploitation des numéros ayant pris part à ce forum par le concours des compagnies de téléphonie mobile qui nous a permis de relever l'identité des personnes mises en cause jusqu'à leur interpellation. C'est le lieu ici de saluer le professionnalisme de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, notamment la brigade de gendarmerie de Maradi, qui a vraiment mené l'enquête avec beaucoup de tact et de savoir-faire. Et aussi saluer la collaboration de nos entreprises privées, notamment les compagnies de téléphonie cellulaire. Il faut aussi préciser que c'est ce groupe WhatsApp qui est indéniablement un système informatique qui avait servi de relais pour faire une large diffusion de toutes ces vidéos compromettantes, mettant en péril l'ordre public au sein de la région de Maradi. En ce qui concerne la plaignante, donc qui est l'une des actrices de ces vidéos, qui était mise en cause aussi, elle fut convoquée et poursuivie pour des faits similaires, donc c'est-à-dire la diffusion de vidéos à caractère pornographique mettant en péril l'ordre public. Donc elle a été aussi arrêtée
est placé sous mandat de dépôt le vendredi 2 octobre 2022 pour ces mêmes faits. La propagation fulgurante de ces vidéos compromettantes dans le parquet en détient les preuves a créé beaucoup d'émoi et de consternation dans la ville de Maradi au sein de la population et celle du Niger en général. Le parquet d'instance de Maradi entend mener une lutte implacable contre les auteurs et co-auteurs de toutes ces atteintes à l'ordre public et à la dignité humaine, même sur les réseaux sociaux, en faisant subir à tous ces auteurs et co-auteurs de ces agissements incriminés les conséquences juridiques qui s'imposent, et ce conformément aux dispositions de notre arsenal juridique. En témoigne une réquisition tenue à l'audience du jeudi 6 octobre 2022, passé dans lequel le maximum prévu par l'article 31 de la loi sur la répression sur la cybercriminalité était prononcé. Pour finir, l'on se doit de lever l'équivoque sur les spéculations faites, tantôt sur les réseaux sociaux, tantôt sur d'autres médias et autres fadas de débat, mettant en exergue l'orientation sexuelle des personnes arrêtées et poursuivies. La poursuite n'a à aucun moment pris en compte l'orientation sexuelle de ces prévenus, mais uniquement les éléments caractérisant l'infraction de diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système informatique. Voilà, je vous rappelle que nous accueillons comme invité du journal CC Plateau Madame Kamadji Damba Karion. Elle est sociologue juriste de formation. Elle est membre du mouvement tournant la page TLP Tchad. Madame Kamadji, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je reviendrai vers vous après le déroulé de l'actualité. Les résultats globaux définitifs des examens uniques de certification en santé session 2022 ont été officiellement proclamés ce lundi soir par le président de la commission nationale en charge de l'organisation de ces examens, Dr Ibrahim Souley. Au total, 5353 dossiers du candidat ont été soumis à l'examen de la commission. 5294 dossiers ont été validés par la commission. 114 ont été déclarés absents. 5180 candidats se sont effectivement présentés aux épreuves théoriques et pratiques. Ainsi, sur les 5180 candidats qui se sont effectivement présentés, 3887 sont déclarés admis à la certification. 1293 ont échoué, soit un taux global de réussite de 75,04% contre 84,49% à la session de 2020 et 67,25% à la session de 2021. Aussi, des mentions ont été décernées, toutes filières confondues, aux admis comme suit. 46 mentions très bien, soit 1,18%. 548 mentions bien, soit 14,10%. 1535 mentions assez bien, soit 39,49%. 1758 mentions passables, soit 45,23%. Les résultats ici de cet examen sont globalement satisfaisants. Et c'est le lieu ici de remercier et féliciter tous les membres de la commission nationale, ceux des commissions régionales et l'ensemble des membres des jurys des épreuves théoriques, des épreuves pratiques et les correcteurs des épreuves pour la qualité du travail abattu. L'examen unique de certification en santé, faut-il le rappeler, est l'aboutissement d'un long processus engagé par le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales depuis 2001. Cette démarche innovatrice, introduite dans notre système de formation initiale, a pour finalité l'application des règles de qualité dans les enseignements, l'harmonisation des conditions d'accès aux filières de formation, la durée de la formation et le contenu même des programmes.
C'est pourquoi, au nom des plus hautes autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, je félicite tous les acteurs à différents niveaux pour les sérieux et la qualité de plus en plus avérée du travail. Prémolaires, communément appelés dents de sagesse, ces dents apparaissent à l'âge adulte. Quelle est leur utilité, quels signes annoncent leur apparition et surtout comment est l'état d'une personne pendant leur apparition? Élément de réponse dans ce reportage de la Web TV Labari Matassa. Les troisièmes molaires, appelés aussi dents de sagesse, sont des dents qui apparaissent chez l'homme dès l'adolescence. Elles sont situées à l'arrière des deuxièmes molaires. Elles sont généralement 4 dents de sagesse et leurs poussées peuvent parfois être douloureuses, mais cela peut varier selon les personnes. Les dents de sagesse, c'est les dents qui sortent dans l'intervalle d'âge 18 ans, 25 ans, et qui généralement, pendant leur éruption, n'est-ce pas, entraînent certains désagréments, certains qui poussent les gens des fois à consulter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des dents, n'est-ce pas, dont déjà les germes existaient déjà à l'état fœtal. Donc ils ont pratiquement le même âge que les autres. C'est juste le temps d'éruption qu'il faut attendre 18 ans pour que ces dents-là sortent. Ces dents de sagesse servent à mastiquer longuement les aliments. Elles jouent les mêmes rôles que les autres molaires. Scientifiquement, en tout cas jusque-là, la science n'est pas parvenue à savoir exactement quel est le rôle de ces dents. Jusque-là, la science les attribue juste un rôle de calage du bol alimentaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à un certain niveau, ces dents-là, on ne les traite même pas. On préfère surtout les enlever. Il est conseillé de consulter un dentiste s'il y a présence des dents incluses. Il est aussi nécessaire de surveiller tous les 3 ou 4 ans en réalisant une radio panoramique si la dent de sagesse cause des douleurs, de la gêne, des caries ou des infections à répétition, selon les spécialistes. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'UMS. Parlons à présent de l'exploitation des enfants à travers une pratique peu orthodoxe qui est la mendicité. Ce sont les adultes qui profitent pour la plupart de la mendicité de certains enfants. Ce qui a suscité à ce reportage de la Web TV Labari Matassa. Visibles pour la plupart au niveau des feux optiques à Niamey, ces êtres innocents et fragiles sont pour la plupart exploités par des adultes à travers la mendicité. Une situation que déplore l'ONG Jeunesse, Enfance et Migration. Nous, en tant qu'organisation, on estime que vraiment ça n'est pas du tout loyal du fait qu'on utilise ces enfants. Et c'est là qu'on compromet leurs droits et devoirs en tant qu'enfants. Donc, il s'agirait le droit d'aller à l'école, le droit du bien-être, le droit de jouissance, le droit de se sentir dans une famille. Et en tant qu'organisation, nous sommes en train, nous, de mener des actions depuis lors contre ce type de traite. Donc c'est pourquoi, même à travers un projet qu'on appelle Projet Promic, nous avons aussi effectué des activités de sensibilisation, d'information et de formation pour les ONG, pour qu'ils puissent jouer un rôle de veille et afin de réprimer cette situation plutôt déplorable. Et pourtant, la loi du Niger a prévu des sanctions à l'encontre de ceux qui exploitent les mineurs, comme en atteste ce juriste. Lorsque vous prenez le code pénal, et notamment en son article 181, il prévoit une sanction pénale allant de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et pour les parents, donc des enfants âgés de moins de 18 ans et qui se livrent habituellement à la mendicité. Et la même sanction pénale est également valable pour les personnes qui invitent les enfants âgés de moins de 18 ans à pratiquer la mendicité. La même sanction pénale de 6 mois à 1 an d'emprisonnement prévue par l'article 181 du Code pénal est également prévue en ce qui concerne les personnes qui tirent
donc profit de la mendicité, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de ce qu'on appelle l'exploitation de la mendicité d'autrui. Maintenant, de l'autre côté, lorsque vous regardez l'ordonnance numéro 2010-86 du 16 décembre 2010, les relatives à la lutte contre la traite des personnes, et en son article 10 plus précisément, elle prévoit également une sanction pénale qui peut aller de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Donc pour les personnes en tout cas qui sont coupables de ce qu'on appelle la traite des personnes. Qu'est-ce qu'on entend par traite des personnes? La traite des personnes, c'est le fait par exemple de recruter, le fait de transporter, d'héberger, de transférer ou d'accueillir donc une personne à travers un certain nombre de moyens qui sont la menace de recours à la force ou les recours à la force et par fraude, enlèvement, donc ou d'autres formes de contraintes. Pour rappel, l'État et les collectivités publiques doivent protéger la jeunesse contre l'exploitation et l'abandon, comme le stipule l'article 21 de la Constitution de la République du Niger. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'UMS. Actualité internationale, après plusieurs semaines de dialogue national inclusif et social au Tchad a pris fin sur une note de satisfaction. D'importantes décisions ont été prises par la conduite de la transition. Aussi, le président Mahatma Idrissa Déby est investi président de la transition pour une durée de 2 ans. On l'écoute lors de la cérémonie de clôture des travaux. Vous allez tous, si vous surpassez et transcender le clivage ethnique, confessionnel, politique et professionnel pour l'intérêt supérieur de la nation tchadienne. Cet effort national et les résultats obtenus seront inscrits dans les annales de l'histoire de notre pays. Voilà, je l'ai aussi dans cette édition, nous accueillons Gamaji Damba Karion. Je l'ai dit, elle est sociologue, juriste de formation, elle est membre du mouvement TLP Tchad. Vous l'avez suivi avec nous aussi, la présentation du serment du président Mahatma Idrissa Déby pour conduire la transition pendant 2 ans. Alors comment vous avez accueilli cette décision? Bon, pour moi, j'accueille cette nouvelle avec une gorge nouée, avec beaucoup de négativité, beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir du Tchad, parce que toutes les parties n'ont pas été appelées à la table de négociation. Et le constat que personnellement je fais, c'est que tout a été mis en œuvre pour que Mahatma Idriss Déby soit le président de la transition. On aurait voulu que ce soit un choix beaucoup plus subjectif qui revient à tous les acteurs de la société civile, les organisations politiques, d'être appelés à la table de négociation et de pouvoir décider de manière unanime et objective qui devrait conduire la transition, et aussi quels seraient les autres acteurs qui seront appelés. On pense déjà que cela intervient après plus de 18 mois d'une transition militaire qui vient à une transition entre guillemets qui sera selon eux civile, mais d'un point de vue personnel, je pense que le Tchad a de nouveaux défis à rencontrer et l'avenir nous le dira. Alors, cette présentation de serment vient clôturer 2 semaines d'assises pour un dialogue national inclusif et social. Alors, des conclusions sont ici de ces assises. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises? Vous savez, le Tchad a été l'un des pays où on a tellement tenu des assises autour, et que à ce niveau, c'est plutôt l'application de ces recommandations qui pose problème. Le Tchad a besoin d'enclencher un processus démocratique effectif où toutes les parties auront la chance et la possibilité de décider quels sont les citoyens aptes et à mesure de conduire la chose publique. Et d'un autre côté, il y a
ce sont des recommandations qui sont tellement ambitieuses, tout en sachant que les moyens de mise en œuvre de ces recommandations, ils vont les chercher où? Le Tchad fait face à une mauvaise gouvernance, à une corruption accrue et également elle dépend de l'aide publique au développement venant des partenaires internationaux. Et vu ce contexte-là, je pense vraiment que ce serait difficile d'amorcer ce nouveau processus de transition. Ça sera avec beaucoup de défis et vivement que ce soit l'intérêt général et la volonté des citoyens qui priment. Est-ce que pendant ces assises, toutes les forces vives du Tchad ont été associées? Non, toutes les parties n'ont pas été associées. Quand on prend sur 1400 participants, déjà le parti au pouvoir, le mouvement patriotique, peut le saluer à plus de 1000 participants. Et les 400 restants, on le partage entre les partis d'opposition alliés, quelques leaders seulement, des organisations de la société civile, de l'organisation des jeunes ou des personnes vivant avec un handicap qui sont associées sans pour autant que leurs préoccupations soient prises en compte. Donc cela suppose déjà que dès le départ, les conditions d'avoir un dialogue vraiment objectif, clair, sincère, sur des bases nobles ont été foulées. Et donc ça pose vraiment des défis pour nous actuellement en tant que leader. Alors, entre autres, aujourd'hui, quels sont les défis à relever au niveau du Tchad? Au niveau du Tchad, le problème le plus important, c'est la question de la gouvernance. Nous avons toujours réclamé que les ressources publiques nationales, les richesses nationales soient redistribuées de façon équitable à pouvoir soutenir le financement des infrastructures sociales, l'éducation, la santé, pouvoir de l'eau, de l'électricité. Ce sont des besoins élémentaires qu'aujourd'hui notre gouvernement n'arrive pas à mettre en place. Nous savons qu'aujourd'hui nous sommes le 3/4 de la population vit dans la précarité totale avec de mauvaises conditions de vie et c'est important ces questions-là. On ne peut pas parler de pouvoir gérer une nation quand les citoyens croupissent dans la faim, dans la maladie, dans l'eau. Actuellement, avec la période de crise, il y a des personnes qui sont inondées, il y a des déplacés dans les régions. Il y a certaines régions du Tchad qui ne sont pas sécurisées, tout simplement parce que il y a des jeunes qui sont intégrés dans la secte Boko Haram, tout simplement parce que eux, à leur niveau, ils revendiquent très mal leur appartenance en tant que citoyens au niveau du Tchad et ils créent de l'insécurité. D'un autre côté, il n'y a pas une certaine des compromis qui sont faits au niveau gouvernement, des efforts qui sont faits au niveau de notre État pour pouvoir ramener tout le monde à la table de négociation et de trouver les bonnes solutions pour sortir le Tchad de ce sous-développement. Alors, vous, en tant qu'actrice de la société civile, acteur de la société civile, qu'est-ce que vous faites pour amener le gouvernement à regarder dans la même direction? Nous restons dans nos objectifs premiers, dont celui de dénoncer d'abord cette injustice-là, également de rappeler au gouvernement quels sont les principes régaliens qu'il a omis jusqu'à présent, c'est-à-dire d'assurer la santé, l'éducation et bien d'autres, d'investir dans les infrastructures sociales en faveur des citoyens et également de veiller. Parce que nous observons tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, quand les conditions d'un dialogue ne sont pas effectives, vu la qualité des débats, des recommandations, ce sont des indicateurs qui prouvent aujourd'hui que nous sommes dans un recul de la démocratie. Nous n'avons pas enclenché le processus de développement et ça prouve également que notre pays ne fait pas assez d'efforts pour pouvoir redresser l'économie, pour ne serait-ce que mobiliser les ressources nécessaires pour financer soit les services publics ou soit les infrastructures sociales en faveur de nos concitoyens. Et donc nous continuerons à faire cet appel-là à ce que les acteurs de la société civile, les syndicats, les partis politiques et toutes les personnes éprises de paix et de justice au niveau du Tchad et les partenaires extérieurs puissent rappeler au gouvernement
de transition actuellement, de revenir au principe démocratique, d'asseoir la bonne gouvernance et d'instaurer la paix pour une paix sociale au niveau du Tchad. Alors, en parlant de la paix, qu'en est-il de la gestion de sécurité? La sécurité actuellement, elle est beaucoup plus gérée au niveau militaire parce que vu l'instabilité au niveau de nos frontières avec nos pays amis frontaliers, elle est beaucoup plus gérée de manière militaire. Et pourtant, la sécurité doit plutôt appeler tous les autres acteurs. Lorsque certains acteurs, par exemple de la société civile, sont appelés pour accompagner le gouvernement, généralement c'est lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles. Aujourd'hui, dans nos villages, les gens savent les conditions dans lesquelles ils vivent, les défis qu'ils rencontrent et comment ils peuvent faire face pour pouvoir résoudre ces problèmes. Il faut être plus proche de ces personnes-là pour leur rappeler quelle sera leur contribution pour pouvoir résoudre les questions sécuritaires. Aujourd'hui, il n'y a pas, le dialogue intercommunautaire est presque inexistant. Beaucoup de nos communautés sont empêtrées dans les conflits intercommunautaires. Il y a des champs qui sont ravagés, tout un bétail qui est ravagé. Vous savez que nous sommes dans la période des récoltes, tout ça. Et ça crée beaucoup de problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs. Et la première solution qui est apportée, c'est beaucoup plus la réponse militaire. Et pourtant, il y a un accompagnement parce que dans cette insécurité, il y a des personnes qui sont déplacées, il y a des maisons qui sont brûlées, il y a des personnes qui sont décédées. Et tout ça, s'il y avait un mécanisme effectif pour rétablir, pour qu'il y ait pour que la responsabilité des uns et des autres soit établie, afin de trouver la réponse du gouvernement, ça sera beaucoup plus ce qui serait indiqué. Mais là, je pense que nous sommes loin de cela et nos populations sont restées à leur triste sort. Mais nous continuons d'appeler à ce qui se fait déjà de bien, que les gens continuent à veiller parce qu'aujourd'hui, dans les villages, c'est aux villageois de s'occuper de leur sécurité. Alors, qu'est-ce que vous faites réellement pour la libération des prisonniers de guerre et autres politiques aussi? Qu'est-ce que vous faites pour la cohésion sociale? En temps normal, cela devrait être une des conditions préalables au dialogue actuellement. L'un des groupes rebelles les plus importants, le FAC, n'a pas participé au dialogue tout simplement parce que plus d'une centaine de leurs membres sont arrêtés et détenus dans des conditions que Dieu seul sait. Et pourtant, leur libération devrait être déjà une garantie pour le gouvernement d'amorcer le processus de paix. Et nous continuons toujours d'appeler à leur libération parce qu'aujourd'hui, même si ce sont des rebelles, le Tchad leur appartient. Peut-être qu'ils ont trouvé la manière de l'exprimer par les armes que nous n'encourageons pas. Nous sommes pour les luttes non violentes, mais leur libération serait un grand soulagement, un grand ouf de soulagement pour pouvoir réconcilier tous les fils du Tchad et de dire que chacun de nous peut en ce moment-là poser les priorités que sont les conditions d'une paix équitable et profitable à tous. Kamadji Damba, pour finir avec vous, le président vient de prêter serment pour 2 ans. Alors quel est votre appel à lancer à l'endroit de ce gouvernement de transition et aussi à l'endroit du peuple tchadien? Déjà au président Mohamed Idriss, je lui souhaite bon vent et que le Seigneur lui vienne en aide parce que je pense que la tâche est lourde pour lui et le chemin est long. Et vu tous les gros crocodiles qui ont mal conduit le règne de Déby et qui aujourd'hui l'entourent, il faut qu'il soit vigilant parce que tous ceux qui ont contribué à détruire le Tchad, c'est eux qui se retrouvent à gérer les affaires actuellement autour de lui. Il faut qu'il ouvre les yeux pour regarder. Et j'appelle également le peuple tchadien à rester debout parce que devant les lois injustes, il faut tout simplement se rebeller et dire non. Merci Kamadji Damba Karion. Je rappelle que vous êtes sociologue, juriste de formation. Vous êtes membre du mouvement tournant la page TLP Tchada. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin également de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.